Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, est consacrée aux grands hommes, aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. L'édition de ce soir prend place à l'intérieur de la 5e saison des figures marquantes qui porte sur le 20e siècle, le siècle de la Révolution tranquille. Ce soir, il sera question d'un monument de la culture québécoise, mais aussi très connu dans toute la francophonie, Félix Leclerc. Félix Leclerc est né à La Tuque en 1914 et il est décédé sur l'île d'Orléans en 1988. D'ailleurs, ceux qui ont mon âge se souviennent très bien de ce décès, puisque le Québec était resté pendant quelques jours complètement immobile pour souligner la disparition de ce grand artiste. Félix Leclerc, donc, c'est, oui, un monument, et on peut le voir dans la toponymie. On le voit un peu partout, les noms de rues, même une autoroute. C'est un monument au sens propre. Il suffit d'aller au parc La Fontaine pour s'en apercevoir. On le croise avec sa belle tignasse. Et c'est un monument, mais ce côté justement monumental ne doit pas nous ralentir. Il faut aller vers l'œuvre. Et parfois, ça peut être intimidant lorsqu'on est face à un tel monument. On ne va pas assez vers l'œuvre. Et c'est une œuvre qui est riche, qui est féconde, qui est originale aussi. Une œuvre qui est à la fois très personnelle. Il y a un je, il y a un moi qui s'exprime dans l'œuvre de Félix Leclerc, mais en même temps très engagé, très engagé vers le collectif, vers le Québec qu'il souhaite indépendant, pour lequel il milite d'ailleurs durant les années 70 surtout. C'est une œuvre aussi très enracinée, mais en même temps moderne. Il n'y a pas d'antinomie entre les deux chez Félix Leclerc. C'est un pionnier, Félix Leclerc. Il est à l'origine d'un type d'artiste qui n'existait pas vraiment avant lui, celui de l'auteur, compositeur, interprète, celui du chansonnier qui interprète ses propres poèmes, ses petites histoires, ses contes dans une musique qu'il fait accompagner par une guitare, dans son cas, d'autres par un piano. C'est un pionnier qui a inspiré d'autres chansonniers, et parmi ceux-là, il y a le plus célèbre, peut-être, qui est Jacques Brel, qui a dit sa dette à l'égard de Félix Leclerc à la fin des années 50. Donc, c'est une œuvre très riche, très personnelle, très engagée, qui s'est beaucoup, donc, déployée dans la chanson, comme on le sait. Des chansons qu'on connaît, qui font partie de notre patrimoine. Un des mythes qui court sur Félix Leclerc, c'est que ce Félix Leclerc-là aurait été complètement marginalisé, inconnu, snobé, boudé dans ce Canada français de la Grande Noirceur et que tout à coup, il aurait été découvert à Paris en 1950. Or, la recherche montre que c'est complètement faux. Avant de partir pour Paris, avant d'être, oui, consacré à Paris et de devenir à partir de là une star dans toute la francophonie et en France en particulier, Félix Leclerc était déjà un artiste bien établi. Un artiste qu'on pouvait entendre à la radio depuis plusieurs années. Il écrivait des contes, des petites histoires. Un artiste qui avait déjà écrit 2 pièces de théâtre, donc qui était déjà un dramaturge reconnu. Un artiste aussi qui était écrivain. Il avait publié Pieds nus dans l'aube en 1946, son premier roman, très autobiographique, qui sera porté à l'écran plusieurs années plus tard par son fils. Donc, pour mieux comprendre cette œuvre riche et foisonnante et variée, eh bien, des chercheurs ont organisé un colloque en 2014 pour souligner le 100e anniversaire de sa naissance. Des chercheurs d'ici, mais aussi d'ailleurs. Des chercheurs qui ont voulu comprendre le personnage, son parcours. Parmi les instigateurs de ce colloque qui a donné lieu à une publication, eh bien, il y a notre invité de ce soir. Notre invité de ce soir, qui est un historien de la chanson québécoise, mais qui a aussi été, qui est toujours, un producteur de musique patrimoniale. Il s'intéresse beaucoup à ce type de musique. Donc, il me fait plaisir d'accueillir ce soir M. Jean-Pierre Sévigny. Allez-y, M. Sévigny. Alors, bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir. On s'était rencontrés lors d'un salon du livre et vous m'aviez dit, écoutez, on vient de publier ce travail collectif qui fait suite au colloque que vous aviez organisé en 2014. Et vous m'aviez remis ce livre et vous m'aviez dit, voilà une belle, grande figure marquante de notre histoire. Et vous avez absolument raison. C'est un livre où on apprend énormément de choses. On aura l'occasion d'y revenir. Donc,
je disais au point de départ, Félix Leclerc, un monument, mais un monument qui peut intimider. Est-ce qu'on va assez vers l'œuvre de Félix Leclerc ou on se contente d'être un peu béat d'admiration devant certaines de ses belles chansons, d'après vous? Non, non. Comme tous les grands monuments, souvent, on retient un peu de choses d'eux. Dans la chanson, c'est toujours les 5, 6. Et pourtant, il y en a 160 et quelques. Et moi, j'écoute rarement les 5, 6. J'écoute les autres. Oui. Tu te lèveras tôt, Le Québécois, Ce matin-là, Prière bohémienne. On sait qu'il vouait presque un culte à la musique tzigane, à la culture des Bohémiens, aux gens du voyage. Oui. Et récemment, en préparant cet entretien, on fouille sur Internet et j'ai appris que des jeunes Français avaient fait une tournée avec un concept qui s'appelait Tzigane et les musiques tziganes. Et il y avait du Félix Leclerc là-dedans. Incroyable. Donc, eux, ils s'intéressent à un côté de son œuvre dont on parle peu en général. Absolument, absolument. Vous dites dans l'entretien que vous faites pour ce livre, vous dites que c'est vraiment un artiste unique en son genre. Expliquez-nous. Premièrement, l'artiste multidisciplinaire est à peu près touché à tout ce qui se faisait. Et bon, il était conteur, narrateur dans les contes et légendes du Québec, une des choses qu'il a fait sur l'auteur dans sa vie. Et des gens comme Gilles Vigneault, Doris Lucier nous disent qu'il aurait pu être un comique, un humoriste, comme Sol là, ou quelque chose comme ça. S'il avait voulu, il aurait pu... Dans l'intimité, peut-être, parce que publiquement, il dégage un sérieux. Bien, il y a 2, 3 Félix Leclerc. Oui, hein? Le public il est un petit peu modeste, gêné. Il n'aime pas les foules, il n'aime pas les vins fromages, les honneurs, tout ça. Et puis celui qui est dans l'intimité... un bon vivant, un homme drôle. Oui. De l'humour. Il y a des histoires, là, abracadabrante, comme quand j'étais chez l'embaumeur. Il a travaillé chez un embaumeur pour subvenir à ses besoins à ses débuts à Montréal. Et puis, il y a toutes sortes d'histoires, là, où est-ce qu'on mettait leur lunch dans le cercueil des Maccabées. Il y avait toutes sortes d'histoires là, qui faisaient rire tout le monde. Ça. Et ça, on le voit dans ce livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, « Moi, mes souliers ». C'est un livre qui est publié une première fois en France en 1955 et réédité au Québec en 1960. C'est un peu une autobiographie, on peut dire, oui. À sa façon, à sa manière, mais il raconte des histoires comme celle-là. Et puis on a l'impression que c'est ça, Félix Leclerc, des choses banales que nous, on n'en ferait pas de cas, mais lui, il poétise les choses, puis il les rend comiques. Parlez-nous maintenant de sa famille, parce que ce qui évidemment, ce qui ressort dans Pieds nus dans l'aube, il y a des descriptions fantastiques de ses parents, de son père, de sa mère. C'est très touchant, c'est très beau. Toute sa vie, il a voué un culte à sa famille. Parlez-nous de cette famille, parlez-nous de ces gens. Oui. Alors, son enfance, c'est toute la matière nourricière de son œuvre. Et dans une entrevue, il y a une entrevue de Félix Leclerc dans le livre. Oui. Et puis, il dit moi, j'ai une enfance heureuse et je suis même prêt à la prêter à ceux qui n'ont pas eu d'enfance heureuse. Je la partage. C'est très beau. Il insistait aussi mes parents s'aimaient. Et au biographe Bertin, il disait plusieurs fois tu noteras ça, là. Ah oui. Ces deux-là s'aimaient. Parce que, vous savez, dans le temps, il y avait un peu des mariages, des fois, de convenance. Oui. La fille avait 19 ans, il fallait qu'elle se marie, puis le garçon, il fallait qu'elle s'établisse ailleurs, tout ça. Alors, il y avait des choses qui se faisaient comme ça, et ces deux-là, apparemment, s'aimaient. C'est ce que nous dit Leclerc. Donc, Léo était un géant, un homme de travail, d'attelage, de cordes, de haches, un homme qui faisait une grosse journée de travail et qui insistait pour ceux qui travaillaient avec lui fassent bien le travail. Il y avait un petit côté nomade. Il avait été dans l'Ouest canadien, il avait essayé quelque chose, des petits business. Il avait été aux États-Unis aussi, comme beaucoup de Canadiens français. Et puis, il avait été à La Tuque. Plus tard, il a essayé à Rouen.
Oui. Ça n'a pas très bien marché, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'entreprenant qui bougeait, qui était toujours bougeait. en mouvement. Moi, il me fait un peu penser au père de Maria Chapdelaine. C'est drôle, hein? Mais dans la description qu'on fait de lui, que Leclerc fait de lui, il dit, mon père, oui, c'est un homme de la terre, c'est un homme très enraciné, mais en même temps, toujours un homme en mouvement. Ça m'a frappé, ça. Oui. Alors, avoir un beau petit coin, une belle petite terre à arranger, construire aussi, oui, comme le père de Maria Chapdelaine. Et puis, physiquement, M. Leclerc disait qu'il ressemblait au comédien français Harry Baer. Si les gens peuvent aller sur YouTube, Harry, B-A-U-E-R, il dit, mon père, c'était ça. Donc, un géant, des grosses mains, qui avait une voix, une autorité qui émanait de sa personne, mais une gentillesse aussi derrière ça. Alors, ça donne... D'ailleurs, il y a une petite anecdote très drôle. Un jour, il revient, il fait de la radio, puis là, il demande à son père, est-ce que tu m'écoutes? Son père lui dit, non. Il dit, c'est à quelle heure déjà? Il dit, c'est à 8h30. Il dit, moi, je dors. Mais il dit, c'était faux. Il m'écoutait, il était très fier. Oui. Parlez-nous de sa mère. Sa mère... il dit quelque chose de très beau que j'ai retenu, c'est qu'elle avait la philosophie des oiseaux, le pain et l'eau. Donc, c'est une femme, c'était le pilote intérieur de la maison, une femme qui avait un bon contact avec ses enfants. C'est 11 enfants, hein? Oui, beaucoup. 11 enfants. Et puis, qui leur donnait aussi beaucoup de sécurité émotive et en même temps beaucoup d'encouragement. Comme elle a souvent dit à Leclerc, lâche pas, ça continue, puis un jour, ça va donner des résultats. Et ce qu'il a reçu de sa mère, c'était important. Et dans un des moments où il avait déjà commencé à travailler à la radio, il avait quitté Québec, je sais qu'on va en parler plus tard, il y avait un moment de peut-être découragement et il était allé sur... la tombe de sa mère, et c'est comme s'il y avait eu une discussion avec elle. Et puis, il se rappelait cette chaleur-là, ces mots d'encouragement-là, et il l'a quitté avec une foi renouvelée en lui-même. Oui, en effet. Elle avait aussi, il y a une page magnifique dans Pieds nus dans l'aube où elle dit, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est les coudes serrés les uns contre les autres, les enfants, la famille. Vous avez des parents, vous avez une soupe, arrêtez de parler. C'est ça le bonheur. C'est s'arrêter les enfants. Exactement. Là. Il est issu, Félix Leclerc, d'un monde paysan. Et ça a compté. Est-ce qu'il y a une forme d'idéalisation un peu de cette vie paysanne? Même si c'est un artiste très moderne, mais il y a une vision très idéalisée, on dirait. Oui, oui. C'est sûr que on parle quand même des torts et travers des gens aussi. Il a été très dur, des fois, avec les Québécois. On reviendra tantôt, là. Mais c'est vrai que c'est une vision très positive par rapport à certaines personnes du terroir. Hein? Il y a eu tout un courant ici. Et des fois, c'était décourageant. On lisait ça, on se demandait, mais comment ça se fait que les Canadiens français pouvaient vivre dans des situations comme ça? Mais lui, ces paysans-là, ils ne vivent pas. C'est dur. Des fois, on manque de bois, hein, comme on voit dans Pieds nus dans l'aube, dans le film aussi. Mais il y a quand même toujours un regard attachant et puis positif quand même. Mais c'est sûr que c'est idéalisé. D'ailleurs, il est allé lui-même à la TUC puis il disait, bien, les dimensions, ça m'apparaissait plus grand. Alors, c'est sûr que des fois, il a grossi des choses pour les enjoliver. Alors, c'est ça que le biographe, M. Bertin, dit. Et M. Leclerc, qui était un des lecteurs du livre. Oui. Et il a jugé bon de ne pas... Parce qu'il aurait pu dire « enlève-moi ça », là, idéaliser. Non, il l'a gardé. Parce que je pense qu'il était lui-même conscient. Et d'ailleurs, certains critiques lui ont reproché. Et je ne vois pas comment il aurait pu être inconscient de cela. Alors, en même temps, donc, il a une vision très positive, mais je ne me souviens plus où l'avoir lu, mais son père pressent qu'il est peut-être mieux, il est peut-être meilleur dans la description de ce monde que dans le travail concret dans ce monde. Oui. Il lui aurait dit à un moment donné, son père, regarde, tu n'es pas trop bon là-dedans, va donc écrire ce qu'on fait, là, et puis ça va être plus utile.
il a donc étudié. Alors, c'est un milieu qui avait les moyens de financer ses études et surtout, il va à Ottawa. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il allait à Ottawa. Oui. Bien ça, c'est un oblat qui va à la TUC et puis, qui assistait à la messe, qui connaissait le curé aussi, et puis qui a rencontré Mme Leclerc. Et les Oblats considéraient que la TUC, c'est un peu aussi leur territoire. Et puis, ce monsieur-là, bien évidemment, il est toujours prêt à accueillir des élèves. Hein. Ils ont une institution à Ottawa et il en a parlé à Mme Fabiola. Et c'est là que ça s'est décidé. Et puis, comme dit M. Leclerc, un jour, maman me dit « Félix, veux-tu venir ici un peu? » Et il y a comme une prémonition. Il y a un petit quelque chose qui sent, là. Il sait pas, il ne peut pas mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, c'est que sa mère va lui dire... Et évidemment, le père avait quand même à ce moment-là de l'argent. Et ça a duré jusqu'à temps que la crise commence à se faire sentir, peut-être pas en 29, mais en 31, 32. Là. Et puis finalement, après Rhétorique et Belles Lettres, on l'a retiré de... OK. Donc, mais c'est pour ça qu'il était allé à Ottawa. C'est un oblat qui... Je comprends. Il a été comme recruté ou... Et sa mère décide, plus que le père. D'accord. Plus que le père. D'accord. Et donc, il va finalement, en gros, à peu près terminer ou presque son cours classique. Oui. Donc, mais il ne poursuit pas après à l'université. Bien, il a fait 2 ans d'université. Ce que Mme Fabiola voulait, c'est d'avoir un religieux dans la famille. Ah, ben oui. Hein, comme toute bonne mère canadienne-française, elle avait jeté son dévolu sur Grégoire. Grégoire, rapidement, ça s'est avéré. Et il a écrit un livre, Grégoire, et il raconte justement que sa mère, puis finalement, il n'y avait pas la vocation. Et puis finalement, bien, Félix, et d'ailleurs l'Oblat, apparemment, aurait dit, bien, celui-là, là, il est poli, il a un beau parler. Alors, avant d'aller vers sa carrière artistique, peut-être un mot sur sa vie plus personnelle. Il a eu 2 femmes, si j'ai bien compris. Et combien d'enfants? Parlez-nous un peu de cet aspect de sa vie. Combien, donc 2 femmes, il les a connues comment et combien d'enfants? Bon, Madame vient, c'est à Radio-Canada, elle travaillait à Radio-Canada et d'ailleurs, elle raconte qu'elle était avec un petit groupe de femmes des fois, puis elle voyait voir Félix dans le corridor, qui, quand il rencontrait des filles, il balbutiait un petit peu de gêne. Alors, elle a connu Félix Sattler qui débutait dans le métier. Et puis, l'Union a eu un enfant, Martin, qui est photographe, qui fait aussi qui est vidéaste, qui est un artiste. Et a fait les 3 ont un côté artistique. Et avec Madame, dans les années 60, il a demandé le divorce. Au début, ça ne marchait pas. Puis finalement, la loi est passée. Il a pu divorcer et puis il a épousé Gaétane Morin. Et puis, ils ont eu 2 enfants, évidemment, Nathalie et Francis, qui a fait le film. Et Nathalie, qui a publié un livre assez récemment, La voix de mon père, qui a été publié chez Leméac. Et je précise que Mme Morin, Gaétane, vous dites? C'est ça, Gaétane Morin était la sœur de Claude Morin, haut fonctionnaire au départ, qui est devenu un ministre, comme on sait, du Parti québécois. Alors maintenant, revenons à ses débuts de carrière. Il commence à la radio. Quand on lit « Moi, mes souliers », on a presque l'impression que c'est un coup de hasard hallucinant. Il se promène dans Québec, il voit une annonce. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu romancé que ses débuts complètement une espèce de hasard? Il se promène dans Québec, il va avec, je pense, un oncle, et puis là, il voit une annonce. Est-ce que c'est vrai ou comment ça commence sa carrière à la radio? Bien, en région, c'était plus facile. À Montréal, c'était plus difficile. Radio-Canada, on y reviendra. Mais apparemment, ça n'a pas été trop long. C'est une démarche qui a été rapide. Et à Trois-Rivières, à Québec, pour commencer, à Trois-Rivières. Et j'ai l'impression qu'il y avait une belle voix aussi, M. Leclerc. Et ça, la radio, la voix, c'est 50 sinon plus. Alors moi, j'ai l'impression qu'il était aussi un homme d'un commerce agréable. Il y avait une certaine aura, une énergie, une authenticité, une belle voix. J'ai l'impression que ça a dû marcher à cause de ça, au départ. Et il fait quoi, la radio? Comment il se fait connaître?
annonceur. Tout simplement. Oui. Des fois, il ouvrait la station. Bon, il y avait le Haut-Canada qui jouait et puis il annonçait ici, c'est HRC. Bon, c'est vraiment un annonceur. Et puis, il travaillait aussi à certaines émissions. On sait qu'à Québec, il y avait l'émission des Montagnards Laurentiens, qui était un groupe qui était populaire à l'époque à Québec. Et M. Leclerc, pendant un bout de temps, était comme le présentateur et l'annonceur de cette émission des Montagnards. Et il y avait un guitariste là, M. Harris, et apparemment, M. Leclerc des petits conseils à la guitare. Mm-hmm. Alors, dans ce monde de la radio, il va faire donc Québec, Trois-Rivières et Montréal. Il va croiser des gens qui vont compter dans son cheminement. Peut-être nous les présenter ou oui. Ceux qui vont le plus être les plus importants pour lui. Oui. Bien, disons, les grandes rencontres de sa vie, c'était Guy Moffett, Legault, des Compagnons de Saint-Laurent, les deux de Fidesz, donc le père Martin et Tessier, qui était son comme producteur délégué, Jacques Canetti et probablement Jean Dufour. Donc, il va croiser ces gens-là. Donc, à la radio, c'est Moffett. Oui, mais c'est ça. Guy Moffett, d'ailleurs, qui lui aussi n'a pas aimé qu'on dise qu'il avait été complètement découvert à Paris. Il a insisté là-dessus. Il va publier une trilogie dans les années 40. Et on insiste bien dans votre livre pour dire que ça a été un très, très grand succès de vente, de librairie. Donc, Adagio, Allegro et En date. Peut-être nous dire un mot sur ces mots. C'est des mots un peu particuliers qui ont inspiré son œuvre et les thèmes qu'on retrouve. Oui. Et l'origine de ces textes. C'était beaucoup à la radio. Il avait introduit ça à la radio, des petits contes, des petites fables. Et souvent, il pouvait même en glisser entre les chansons aussi. Et puis, il avait fait des comédiens aussi qui jouaient aussi ces petits textes. Sa première épouse dit que c'est M. Tessier, le producteur délégué, qui lui aurait dit « Oui, mais pourquoi tu publies pas ça? Mm-hmm. Tu peux passer quelques mois là-dessus. Et puis, moi, ça m'intéresse. » Alors, finalement, le filon était là. Et puis, lui a commencé à préparer ça en vue d'une publication. Et sa femme a fait taper à la machine, les premiers. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est très près de l'oralité, hein, parce que les critiques, enfin, il y avait des bonnes critiques. Il ne faut pas oublier les bonnes critiques aussi. Mais on mentionnait évidemment que c'est très, très près de l'oral. Et c'est probablement une des raisons, d'après moi, de leur succès aussi. C'est que cette voix-là, finalement, ça rappelait aux Québécois l'univers rural, campagnard, et puis ça sonnait comme un peu familier. C'était un peu comme son maître, c'était La Fontaine, c'est-à-dire que les animaux peuvent nous instruire. Donc, chez les fourmis, il y a un petit texte, c'est les fourmis, les blaireaux, la cathédrale des marmottes. Ils voyaient tout ça. Et évidemment, il y a une dimension aussi religieuse. Hein? C'est comme Dieu est dans tout, dans chaque feuille d'arbre, dans chaque goutte d'eau. Alors, et il y a des petites morales, évidemment. Et dans l'entrevue qu'il donne dans les années 70, il reconnaît que ce poids de l'Église, que tout ça était peut-être un peu trop lourd parce que ça lui était reproché, cette morale un peu. Oui, mais dans le conte, comme disait M. Boivin dans notre bouquin, c'est qu'il y a, comme dans les fables, il y a une petite morale. Toujours, c'est vrai. Ça fait partie du genre. C'est vrai. Bon, tu sais, de La Fontaine, si on n'aime pas la morale, c'est les 2 derniers vers, bien, on peut... Oui, oui, oui. Mais finalement... Oui, oui. Alors, en 1946, il publie Pieds nus dans l'Aube. Oui. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un roman ou c'est une autobiographie? Bien, il y en a qui, souvent, de sa jeunesse, de son enfance plutôt? Oui. Les gens qui cataloguent l'œuvre, il y en a qui mettent ça dans roman, mais en tout cas, moi, je dis roman autobiographique. C'est un peu comme du Pagnol ou du Giono. Finalement, il y a beaucoup d'autobiographie là-dedans. Alors... Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un travail? Parce que, vous savez, il y a un débat sur le roman. On va dire que le roman d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le roman plus régionaliste,
de la terre, paysans, Claude-Henri Grignon et autres. Alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on arrive en ville, Roger Lemelin, évidemment Gabriel Leroy. Est-ce que Pieds nus dans l'aube, c'est un roman régionaliste pour vous? Bien, je pense que beaucoup de gens le classeraient là-dedans. Même si le roman urbain avec Madame Roy, bon, plus tard Lemelin arrivait, mais il y a des critiques qui disaient on aurait souhaité que Leclerc arrive en ville, mais non, il est resté, Oui, c'est vrai. il est resté dans le Québec rural. Oui. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est un choix. Donc, régionaliste au sens où ça se passe à la tuque, ça se passe dans un milieu paysan, mais peut-être moderne par la voix. Par la voix, et c'est très personnel comme regard. Oui, oui, le jeu. Et aussi, je dirais, la dimension poétique. Oui. Qu'on n'a pas dans les gros romans, C'est vrai. 30 arpents ou des choses comme ça, on n'a pas ça. Alors lui, il a toujours ce regard très vif dans la nature, de l'écho-poésie, et il y a un élan lyrique, poétique. Tout à fait. D'après moi, c'est ça qu'il... Donc, c'est régionaliste avec peut-être un astérix expliqué. Oui, oui, oui. Il y a une chose que moi j'ai découvert en préparant cet entretien, c'est sa passion du théâtre. Je ne savais pas ça du tout. C'est vraiment quelqu'un, et pour lui, c'était l'art suprême. Oui, oui. Alors, d'où ça lui venait, cette fascination? Bien, probablement de ses années au collège, parce qu'évidemment, à ce moment-là, on faisait du théâtre au collège. Et puis, ça marquait les esprits. Ça, d'ailleurs, quand vous avez reçu le monsieur qui parlait de Gabriel Leroy, Oui. bien, Gabriel Leroy, c'est la même chose. C'est quand elle a commencé à faire du théâtre. Alors, pour toute une génération de Québécois, de Québécoises, faire du théâtre, ça l'a marqué. C'est beau apprendre des textes par cœur, lire, mais quand on lit du Molière et quand on joue du Molière, c'est autre chose. C'est-à-dire, on y met du soi, il y a un travail sur les émotions, on s'exprime. Oui. Dans un milieu, l'école, à ce moment-là, c'était assez standardisé. Hein? On voulait nous former, et puis le théâtre, ça permet l'expression de soi, de ses émotions. Alors, ça l'a marqué. Il y a 3 pièces, en tout cas j'en ai compté 3. Maluron, Le Petit Bonheur 1948, Maluron 1947, Les Temples 1960. Comment ces pièces ont été reçues? Bien, disons, il a écrit à peu près 10-11 pièces. Oui. Et puis, je dirais que Le Petit Bonheur a eu quand même un succès. C'était joué à Paris aussi, c'était joué en Suisse. L'Auberge des Morts Subites, un modeste succès, et il y a des échecs retentissants comme La Caverne des Splendeurs ou Les Temples en 1966. Qu'est-ce qui caractérise en gros ces pièces? En quoi, par rapport disons, au répertoire de l'époque? Oui. Bien, ce qu'il y avait de nouveau avec Maluron, c'est un paysan qui voit des comédiens s'amener dans son patelin, présenter un petit quelque chose, et s'intéresse à ça. Et finalement, il voudrait choisir cette profession-là parce que il vit sur une terre, mais il ne peut pas vivre de sa terre. Puis c'est dur. Donc, c'est l'attirance pour être artiste. Et à l'époque, il y a beaucoup de... parmi les gens qui ont vécu, qui ont assisté à la pièce, il y en a qui ont remarqué que c'était moderne, ça, ce thème-là. Et il y en a même qui se sont identifiés à ça, dont une femme qui était pas membre des gens qui ont fait Refus global, mais qui gravitait autour de ça, que publié plus tard, et qui disait que c'était la première fois qu'elle voyait sur une scène un Québécois qui se cherche, un paysan, puis qui veut devenir artiste. Oui, oui, oui. Et ça, c'est quand même un petit peu avant Ticoc, qui est considéré comme l'acte de naissance du théâtre québécois. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, vous dites, bien, pas attention, il y avait peut-être déjà une pièce, il y avait une œuvre en germe. C'est la seule création québécoise des Compagnons de Saint-Laurent qui était quand même la troupe, la troupe, oui, de l'époque. Oui. Alors, Le Petit Bonheur, là, il y a quelque chose d'un peu original, c'est qu'il va chanter entre les scènes. Et là, c'est nouveau. Est-ce que c'est là qu'il se découvre un peu cette espèce de vocation de chansonnier? C'est ce que vous semblez suggérer. Oui, oui. Disons que Leclerc chantait en gros,
pour ses amis, bon, il pouvait chanter à Radio-Canada, bon, insérer des chansons dans différents types d'émissions. Par contre, il n'avait pas chanté devant public. Et il considérait que c'était un hobby, c'était un passe-temps. C'était pas un métier. Son père lui disait certainement que c'était pas un métier. Alors, je fais du théâtre, moi je suis un dramaturge, je suis un auteur, un écrivain, c'est ça que je fais. Je ne chante pas et j'haïs ça, chanter en public. Enfin, sauf pour des amis. Et la pièce, c'est pour des raisons dramatiques, c'est qu'il y avait plusieurs scénettes. Et il y avait, je pense, 8 ou 9 changements de costume. Fait Guy Moffett, qui était le metteur en scène, disait, bien, il faut avoir le temps, il faut de changer. Fait que là, Leclerc faisait des petits... c'était des petits prologues, des petits intermèdes. C'était pas long, hein? Et puis, pour un changement de costume, Moffett lui aurait dit après une représentation, c'est pas assez long ce que tu fais. Alors, le petit bonheur, c'était comme un prologue au petit bonheur. Fait que lui, il est arrivé chez lui, il raconte, bien, j'ai terminé la chanson, couplet-refrain, couplet-refrain, et finalement, ça durait genre 3 minutes 50. Et là, je l'ai fait, et j'ai m'a fait, je lui ai dit, est-ce que ça te va? Ça, il dit, ça, c'est parfait. 3 minutes et demie. Fait qu'en même temps, bien, il venait de créer une de ses pièces emblématiques. Oui. Rapidement comme ça. Oui. Et en même temps, c'est une commande. Donc, ça veut dire que c'est un bon réflexe, ça aussi, de pouvoir accoucher, livrer la marchandise, et surtout une de ces pièces qui devenait emblématique. Donc, la critique de l'époque, certains trouvaient... Ça n'a pas été trop dur comme les temples, mais certains trouvaient que, bon, c'est semi-professionnel, bon, c'est un petit peu attachant. Mais c'est les chansons. Ce qui nous a été révélé là, c'est le chanteur et l'auteur-compositeur. Oui, bien justement, parlez-nous de la scène musicale au Québec à la fin des années 40. Qu'est-ce que c'est être un chanteur à l'époque? Bien, auteur-compositeur-interprète, ça n'existait même pas. Non. Bon, on sait que c'était l'ère, entre autres, des crooners québécois. Il y avait Mme Alice Robbie qui faisait un peu de la chanson latino. Muriel Millard. Donc, il y avait quand même des gens. Et parmi les crooners, il y en avait deux des plus populaires, Robert L'Herbier et Fernand Robidoux, qui, eux, étaient tannés de faire des succès de Sinatra en français ou de Bing Crosby en français ou des chansons françaises de Tino Rossi. On sait que M. L'Herbier faisait du Tino. D'ailleurs, Tino lui aurait reproché. Apparemment. Donc, on avait commencé à faire la promotion. On disait qu'il y avait du talent ici. Puis on voulait, à partir de 1946, on avait fondé une petite revue, un spectacle qui s'appelait Cocktail 46. Et là, on voulait mettre en évidence le talent d'ici. Donc, en 1946, moi, dans mes archives, il y avait une revue que M. Robidoux et L'Herbier avaient créée qui s'appelait Radio, mon Radio 47, Radio 49. Et on voit là qu'il y avait vraiment une promotion, un désir de créer ici une chanson, une industrie pour... On sait que M. Robidoux connaissait aussi Raymond Lévesque. Il l'avait connu comme waiter dans un club du bas de la ville. Donc, il était convaincu qu'il y avait du talent ici. Puis c'était un effort. On faisait même des tournées. On avait commencé à négocier avec les éditeurs, même les jukebox. On avait vraiment fait un effort soutenu. Et évidemment, en 1949, en 1950, à l'été, au printemps, à l'été, ça mène Kennedy. Et bon, avec... Fait que là, bien... Alors, parlez-nous de lui, là, parce que c'est vraiment capital. Parce que là, on arrive vers, justement, la période parisienne. Donc, parlez-nous de ce Jacques Canetti, qui est vraiment un personnage clé dans le parcours. Parlez-nous de lui. Qui était-il? Juste pour terminer avec Robidoux, c'est Robidoux, j'avais une entrevue, il lui disait, bien là, avec Félix Leclerc puis le Grand Prix du disque, bien là, il y a du talent ici. C'était comme lancé. Le point qu'il avait à faire, Leclerc l'a fait. Fait que là, bien, dites-nous plus qu'il n'y a pas de talent voilà, ici. Voilà, c'est ça. La démonstration est faite. Alors donc, on arrive à la fin des années 40. Là, vous venez de montrer que Félix Leclerc était déjà un artiste connu, reconnu, peut-être même apprécié. Et là, il y a ce Jacques Canetti qui débarque.
il y a des échanges culturels entre la France et le Québec déjà à cette époque-là. Peut-être un mot sur ces échanges, mais surtout sur ce personnage important. Oui, Canetti, c'est un personnage important dans l'histoire de la chanson française, même s'il n'avait pas découvert Félix. Là, c'est sa feuille de route, là, Brassens, Brel, c'est remarquable. Maurice Vian, bon, Reggiani. Donc, c'était quelqu'un qui était venu ici pour des raisons d'affaires. Polydor, lui était directeur artistique chez Polydor. Une compagnie, oui. Oui. Et puis, il faisait de la promotion. Dans les revues là, dont je vous ai parlé, on voit que Polydor a des publicités. Alors, il est venu ici pour cette raison-là, pour les affaires de la compagnie. Et puis, il y avait des artistes de Polydor qui venaient chanter au Québec aussi. C'était quand même un terreau fertile pour les Français, les artistes français. Et Canetti rencontre, évidemment, va dans les cabarets, rencontre Jacques Normand, bon, et puis tout ça. Et c'était quelqu'un qui était quand même intéressé à attirer des artistes pour son étiquette, Polydor. Et puis, finalement, bien, on a commencé à lui parler de Leclerc et ces gens-là ont fait, comme auprès de Canetti, une promotion ultra rapide de Leclerc. Alors ça veut dire que les gens d'ici trouvaient que Leclerc, c'était le meilleur. Donc, c'est un peu ce qu'on disait, s'il n'était pas boudé, il n'était pas inconnu, puisqu'il dit, bien, t'en veux un Québécois, un Canadien, qu'on dit? Bien, on en a un. On n'a pas deux, on en a un. Et puis... donc, ils ont arrangé rapidement, ça a même duré jusque dans la nuit, cette affaire-là, pour que M. Leclerc se présente à CKBL tôt et puis qu'il rencontre M. Canetti. M. Canetti, bon, raconte lui-même qu'il est tombé sous le charme d'avoir un auteur-compositeur qui était déjà complet. Exact. Tout était là, tout le style, la voix, le jeu de guitare. Donc, il lui a dit, bien, viens à mon hôtel, on va préparer les papiers. Là. Et là, il part à Paris, justement, et il va passer, en gros, 3 ans. Oui. Et c'est tout un choc. Il raconte d'ailleurs très bien ça. Moi, je trouve que c'est la plus belle partie de Moi, mes souliers. C'est la deuxième partie. Il raconte toute cette aventure. Il faut imaginer ce que c'est pour un Canadien français comme lui, originaire de Latuc, d'aller à Paris en 1950. Alors, il va s'insérer dans un réseau incroyable. Racontez-nous un peu. Bien, c'est l'époque, évidemment, le Paris de l'après la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation. Donc, il y avait quand même une effervescence. Enfin, on a entendu parler de Saint-Germain-des-Prés, bon, les deux magots, le Café de Flore. Lui, son premier, en 1951, restait dans un hôtel qui était... un petit peu pas loin sur la rue Saint-Benoît, pas loin de ces... En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Exactement, un bel endroit. Où il aurait fait la rencontre de Django Reinhardt, le guitariste jazz. Oui. Ah oui. Mais ça, on y reviendra. Oui. La somme d'artistes qu'il y avait là, c'était fabuleux. Quand on regarde tous ces gens-là, les poètes, Boris Vian, les philosophes, Sartre de Beauvoir, Yves Montand, les plus anciens sont encore là, Maurice Chevalier... en tout cas, il y avait Barbara. Fait qu'il y avait comme... C'était un milieu artistique, je pense qu'il n'y en a pas eu un autre. Dans la francophonie, il n'y en a pas eu un autre qui, d'après moi, égale ce qui se passait là à Paris. Et M. Leclerc a réussi, dans un milieu compétitif comme ça, à briller. C'est-à-dire, c'est devenu une des étoiles de ce milieu-là et qui a influencé Béard, Brassens, Brel, qui l'ont reconnu d'ailleurs. Donc, c'est pas une mince affaire, ce qu'il a réussi, tout en restant lui-même. Tout à fait. Il y a pas... C'est ce que disait Raymond Lévesque, d'ailleurs, je l'avais interviewé, puis il disait « Je suis tombé sur le... » on sait, avec le mot en C. Il n'a rien changé. Moi, j'allais là, je forçais, je choisissais mes termes pour me faire comprendre, et lui, il n'a rien changé, puis il a réussi. Bien, c'est peut-être ça, finalement... Il était aussi une espèce d'animal un peu exotique, j'imagine, pour les Français de l'époque. Oui. Et d'ailleurs, Canetti, pour faire sa promotion à Montréal, avait apparemment, sur papier, fait une promotion et il cherchait quelque chose d'accrocheur. Donc, Félix Settler
le cowboy canadien. Oui. Donc, on sait que les Français, il y avait ma cabane au Canada. Bon. Oui, c'est ça. Et finalement, je pense que c'est M. Duluth qui a rayé cowboy. Oui, oui, quand même, là. Il ne fallait pas pousser trop. Donc, Félix Settler, le Canadien, Oui. mais ça voulait dire le Québécois. Mais, Oui. sauf qu'à ce moment-là, on n'utilisait plus ce terme-là. C'était Oui, Canadien-Français. Tout à fait. Il va donc tisser tout un réseau. D'ailleurs, il fait un petit voyage très rapide en 51 à Montréal. Il revient, il repart, et là, il est accueilli comme un véritable héros. Ça impressionne énormément ses compatriotes. Alors, écoutez, le temps file. On fait un petit bout parce que là, il revient, il est consacré, il devient une figure incontournable de la chanson québécoise. Est-ce que pendant cette période qui va jusqu'au tournant des années 70, est-ce qu'on peut parler d'un artiste engagé ou non? Disons que si on veut arriver au nationalisme, là, chose qui... je pense qu'il a laissé sa trace comme ça. Je pense qu'il y a des petits bouts, Oui. comme dans la chanson Le Québécois. Bon. Quelle année, ça? Est-ce que vous vous en souvenez? Ça, c'est dans les années, je pense, c'est 43-44. D'accord. Et il y a des petits bouts dans l'œuvre. Et puis, il y a une sortie. Une sortie qui, si vous permettez, Oui, oui, oui. qui date quand même de 62. Alors là, c'est dans la préface de l'Auberge des morts subites. Et M. Leclerc, c'est la première fois qu'il fait ça. Donc, une préface. Vous permettez? Oui, oui, rapidement. Moi, en plein Québec, je veux perdre l'habitude de m'excuser d'être Canadien-Français et de demander pardon à mon voisin d'être catholique. Ce sont là deux vêtements chauds, bien à moi, que je salis, que je corrige, que je critique, que je couds, que je découds, mais auxquels je tiens parce qu'ils sont faits sur mesure pour moi dans ce pays rigoureux. Oui. Donc là, on voit en germe Oui. un positionnement, une position forte, mais tout le monde s'entend pour dire, dans ce Oui. que j'ai pu lire, que c'est Oui. vraiment octobre 70 Oui. qui est l'espèce de choc. Là, Oui. il y a un avant et il y a un après. Alors, pourquoi ça a été si marquant pour lui? C'est qu'il était allé se promener en auto en dehors de l'île. Je pense qu'il était dans le bout de la côte de Beaupré, ou enfin. Et il revient, et là, évidemment, la loi des mesures de guerre avait été proclamée, et il y a des militaires. Ça vient à l'île, puis là, il est arrêté, et puis on dit « papers, please ». Alors, en anglais, à part de ça, donc, papier. Bien, en tout cas, ça l'a comme... Tu sais qu'il y a des soldats anglais chez nous qui nous arrêtent puis qui veulent vérifier notre pedigree. Ça l'a comme fouetté. Oui. Et évidemment, il est allé et puis rapidement, il a accouché de la chanson « La loi est en colère ». Ça a sorti très rapidement sous le coup de l'émotion. Et évidemment, les événements d'octobre aussi qui suivaient, comme tous les Québécois, ça l'avait comme... il se disait, c'est pas la bonne façon, ça, de mettre des bombes, mettre de la dynamite. Mais il y a un problème, là. Il y a un problème de fond. Et il faut que l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement provincial, M. Bourassa et M. Trudeau, il faut s'attaquer à ce problème-là pour ne pas vivre des choses comme ça. Et il précise que elle était presque terminée avant qu'on annonce la mort de Pierre Laporte. Évidemment, là, ça l'a jeté un petit peu, ça fait froid dans le dos à quelqu'un de voir que ça arrive jusque-là. Et puis, je pense que c'est ça. Oui. Mais comment, après ça, concrètement, il va manifester son engagement pour l'indépendance du Québec? Comment ça va se traduire concrètement dans sa carrière, dans son cheminement durant les années 70? Bien, évidemment, c'est cette chanson-là. Et puis, sur le même album, il y a aussi une autre chanson qui a fait réagir, c'est « Les 100 000 façons de tuer un homme ». Mais disons que là, il s'inscrit dans la chanson politique au Québec. Et c'est quand même une tradition qui remonte à loin, hein, des chansons. Il y a même des chansons d'élection. C'est une longue tradition. Et tout à coup, M. Leclerc arrive, puis il va comme écrire deux pièces importantes dans cette tradition-là, la chanson politique, et on voit qu'il y a un certain talent, puisqu'il dérange encore aujourd'hui. Oui, en effet.
Et d'ailleurs, M. Leclerc, suite aux événements d'octobre et puis à l'écriture de cette chanson, il avait été interviewé et puis finalement, il s'est rappelé que le rôle de l'artiste, le rôle du poète, c'est de déranger. Là, il explique Molière, Shakespeare, tout ça, c'est des dérangeurs. Puis il dit, c'est le rôle d'un poète, d'un artiste, c'est de déranger. En voulant dire, bien, je vais déranger. Là, il y a quelque chose qui me dérange et moi, je vais le dire aux Québécois. Et là, bien, on a vu un Leclerc qui était un petit peu différent. Oui, hein? Parce que c'est plus les petits oiseaux. Puis, oui, c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui nous interpelle. Qui met son poing sur la table. Oui, oui, oui. Il y a plus parce qu'on disait que c'est un homme patient. Il y avait même eu un livre d'un sociologue, un politicologue québécois, 4 siècles de patience, et on avait choisi Félix Sautler en page couverture. Bien là, la patience, il n'avait plus. C'était comme... Et justement, est-ce qu'on connaît un peu ses liens avec le gouvernement de René Lévesque et avec René Lévesque lui-même? Est-ce qu'on sait s'il s'est commis, engagé? Bien évidemment, on sait que sa seconde épouse était quand même la sœur de M. Morin. Quoique ça, on en sait peu de choses dans le fond. Il y a un de nos auteurs qui a pondu un petit texte là-dessus, mais c'est dur à vérifier, en tout cas. Mais ce qu'on sait, c'est que le rapport René Lévesque était très bon. Et ça, il y a une question de contact. Là. Ces deux-là avaient un bon contact. Deux hommes du peuple qui... et puis, j'ai l'impression que si ça avait été, par exemple, Pierre-Marc Johnson, le Parti québécois, bien, il aurait été quand même souverainiste, là, entendons-nous. Mais j'ai l'impression que ça aurait moins cliqué. Donc, il y a une question de... L'homme est important. Et puis... lui en était venu à voir le Québec comme un acte de naissance, c'est-à-dire la souveraineté du Québec. C'est le Québécois qui dit oui à sa naissance. Donc, pour lui, dans son œuvre artistique, il avait assimilé ça à une naissance. Donc, l'enfant naît, il va grandir. C'est un message qu'il a d'ailleurs adressé aux Québécois dans un texte. On est jeune, on va faire des erreurs, on va grandir, bon, on va devenir un pays, puis on va s'assumer. Là, il va participer à quelques grandes manifestations. Lui qui, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'était pas très... il n'était pas très fou des foules, mais il va quand même participer à quelques grandes manifestations. Hein? Peut-être nous en donner quelques exemples. Bien, disons, les deux grandes, c'est la fête de l'humanité. La fête des communistes. Bien oui, Le Monde, un journal communiste. Donc, ça veut dire que Leclerc, théoriquement, quand on parle de déranger, là... Mais ça, c'est en France, j'imagine. Oui, mais il a chanté quand même. Oui. Puis il disait pas oui à des grands rassemblements. Hein. C'était quelqu'un qui disait beaucoup plus souvent non que oui. Mais c'est parce que ça représentait ses valeurs. C'est pour ça qu'il disait oui. Alors, dans la fête de l'humain, bien, c'était évidemment une fête des travailleurs, de solidarité. Et puis, lui a accepté d'y aller. Et puis, la Super Franco-Fête, c'était organisé par l'Office de la coopération internationale et c'était une grande fête de la francophonie. Donc, on recevait ici des francophones du monde entier, d'Afrique, de l'île Maurice. Bon, et puis ça, pour lui, c'était fondamental et c'est pour ça, probablement, d'après moi, qu'il a dit oui. Parce que c'était... il y avait beaucoup de monde, là. Et d'ailleurs, M. Leclerc disait, écoute, ils sont rendus 30 000. Ils sont rendus 50 000. Donc, ça l'inquiétait un peu. Oui, ça l'impressionnait. C'est plutôt... mais finalement, quand il se mettait à chanter, c'était ça le déclic. C'est comme Brel qui avait aussi une horreur de chanter. En fait, il vomissait même, qu'il raconte. Alors, donc, lui, il avait un stress, mais quand il se mettait à chanter, et sa gêne se transformait, on dirait qu'il y avait comme un aura qui émanait de la personne. Et là, la gêne s'estompait. C'est curieux, là, cette métamorphose-là. Oui, hein? C'est peut-être une sorte d'adrénaline, d'émotion, de contact avec le public. Vous dites quelque part que le Tour de l'île, je nous rappelais peut-être c'est quoi, 76 à peu près, cette chanson là, sur l'île d'Orléans, je pense qu'elle a été orchestrée par François Dompierre. François Dompierre, oui. C'est magnifique, on écoute encore ça aujourd'hui, ça n'a pas vieilli d'une ride, c'est magnifique. Le Tour de l'île, vous dites, c'est une sorte de testament politique. Oui. Pourquoi?
Vous savez, pendant longtemps, on disait que la chanson, c'est un art mineur. Mais avec une chanson comme ça, là, c'est un art majeur et on voit en 5-6 minutes qu'est-ce qu'on peut mettre dans une chanson, parce que là-dedans, il y a tout. Là. Il y a l'histoire, il y a la langue, il y a l'architecture de l'île, nos racines, l'écologie, le développement urbain, puisqu'on parle de ce qu'on va faire, parce qu'on voulait faire un centre commercial à l'île, un beau parking. Ouais. Alors lui, ça commençait à mettre des annonces en anglais. Fait que finalement, lui, il a comme inclus tout ça là-dedans et ça se tient très bien. Il y a comme Tout à fait, oui. un petit crescendo, là, jusqu'à l'indépendance quand on y pense. Et il y a un petit côté ravelien aussi, donc semi-classique avec l'arrangement de François Dompierre. Ah, qui est superbe. Hein? Donc c'est devenu comme, je dirais, une de nos grandes chansons. Ça, c'est vrai, oui. Et un testament dans le sens où ça résume ou ça sa pensée, oui. Beaucoup sa pensée. D'ailleurs, vous avez dit l'écologie. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en vous lisant les travaux. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. Vous avez dit tout à l'heure, La Fontaine, les animaux, mais oui. il y a beaucoup de références à la nature, pieds nus dans l'aube. C'est quelque chose d'important et c'est frappant et ça fait aussi que c'est une œuvre qui nous parle encore. Oui. Alors, justement, maintenant, il y a des jeunes chercheurs qui parlent d'éco-poésie. Oui. Donc, des éco-poètes. Et évidemment, Leclerc, chez les Québécois, c'est Leclerc, le premier qu'on identifie à ça. Donc, c'est comme un sous-genre littéraire et que c'est pas juste une figure de style, mais c'est réellement, ça l'habitait, ça. Le monde de la nature et ça a des choses à nous dire, à nous instruire. Et il faut respecter notre nature, notre terre. Il ne faut pas la développer n'importe comment. Donc, tout l'aménagement urbain, qui est encore une question importante, hein, puisqu'on se demande que, tu sais, là, on parle d'un lien, je pense que ça va se faire entre Québec, qui va aller jusqu'à Lévis. Il va y avoir une station à l'île d'Orléans. C'est ça? C'est possible, oui, c'est ça. C'est ça qui est discuté. C'est ça. Donc, l'aménagement urbain est Et lui, c'est... il faut faire plus petit que gros. Donc, le gros, et son écologisme aussi, c'est dans les ressources naturelles. C'est-à-dire, il ne faut pas vendre ses ressources naturelles, son eau, et il faut transformer ici, il faut acheter local. C'est finalement toutes des choses qui sont encore très modernes. Alors, il s'installe quand pour de bon à l'île d'Orléans? Est-ce que ça constitue un peu pour lui une sorte de retraite? En 70. Oui. Il va aussi puis la crise d'octobre arrive quelques mois après. Et puis apparemment, Jean Dufault, son dernier impresario, organisateur de tournée, me disait que Leclerc était très heureux en Europe. Très heureux. Il n'a pas quitté parce qu'il était malheureux, mais apparemment, c'est sa femme, Mme Morin, qui voulait revenir. Il se passe des choses, le Québec change. Moi, ça m'intéresse d'être là. Il revient, et puis, parlant de changement, il y a la crise d'octobre quelques mois après. Rien de moins. Oui, alors, il s'installe là, et puis, une retraite, disons, sa retraite définitive de la scène, il apprend en 77. Il a quand même fait des choses, mais c'est sûr que peut-être le gros de sa carrière, c'est terminé. Il a quand même fait quelques tournées. Mais il avait été à l'île bien avant. Et puis il y avait un ami là, qui s'appelait Pichette. Puis il s'était construit un chalet en bois rond. Et puis finalement, ben, je pense qu'il aimait l'île d'Orléans. En tout cas, aujourd'hui, on l'associe tellement à ce lieu mythique, ce berceau du Québec, du Canada français. Il a aussi créé même un théâtre, qui est toujours l'espace Félix Leclerc. Comment se sont passées les années 80 pour lui? Et est-ce que sa santé était chancelante? Comment s'est passé? Et ce qui est curieux aussi pour l'île d'Orléans, c'est que finalement, il revient sur la terre de son ancêtre. Oui, en effet, c'est incroyable. Ah oui, j'ai lu ça. C'est très Des siècles après, il revient sur la terre de l'ancêtre. C'est pas très surprenant dans son cas, mais en même temps, un beau symbole. Puis les années 80 et sa mort, son décès, est-ce que c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé? Comment
Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il s'était beaucoup engagé dans l'affaire du référendum. Là. Il avait même écrit des articles, il avait même écrit un court texte dans Le Monde, il avait fait beaucoup d'entrevues pour promouvoir ça. Et évidemment, il avait été aussi choisi, s'il y avait eu un oui majoritaire, c'est Félix Leclerc qui avait été choisi pour annoncer au peuple québécois. Ah oui, ça j'ai... Donc, il était en coulisses au centre Paul Sauvé. Et évidemment, il a dû avoir toute une... Enfin, c'est comme tout le monde, un grand blues s'est installé. Et... Donc, Félix Leclerc, sa mort est un véritable choc. Oui. On a l'impression que son dernier texte, c'est pour René Lévesque. Il nous reste 1 minute. Mais déjà, 1 minute, c'est sa dernière grande sortie, René Lévesque. Oui, parce qu'il est mort, quelques mois après, en août 88. Oui, bien, on lui a demandé d'écrire un texte, encore une fois, un genre de porte-parole officiel. On lui a demandé d'écrire un texte sur René Lévesque et ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, ça a été filmé, on peut le... Et c'est un Félix émotif, abattu. Et il dit, il a cette expression-là, c'est qu'on va le retenir comme un libérateur de peuple. Il inscrit Lévesque de la courte liste des libérateurs de peuple. C'est pour dire comment il estimait cet homme-là. Tout à fait. Et il est mort de quoi, en 20 secondes? Je pense qu'il faisait de l'asthme ou des choses comme ça. Il était allé à l'hôpital quelques fois. Il faisait des petites sessions à l'hôpital. Finalement, bien, et on se souviendra que ça a été tout un moment, tout un choc, 1 an après René Lévesque, Félix Leclerc qui nous quitte. Bien, Jean-Pierre Sévigny, merci beaucoup pour cet entretien. Bienvenue. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur la vie de Félix Leclerc, il y a de nombreuses biographies, mais il faut aller à l'œuvre. On peut lire Pieds nus dans l'aube, son roman de 1946. On peut lire aussi son autobiographie Moi, mes souliers. On peut lire aussi, évidemment, le collectif, le livre auquel a contribué Jean-Pierre Sévigny, Félix Leclerc, Héritage et perspectives. Donc, merci beaucoup et à bientôt.